Bien, bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à la lecture commentée du chapitre 9 concernant la loi d'Ohm. Alors en préambule, je vous rappelle que j'ai délibérément désactivé toutes les fonctions de monétisation disponibles sur YouTube, donc vous pouvez très librement regarder cette vidéo le nombre de fois que vous le souhaitez. Je ne gagne pas un centime dessus, ces vidéos je les fais pour vous et pas pour moi. Voilà, c'est petit élément étant dit, on va commencer tout de suite le commentaire de cette vidéo et je vais donc partager le texte du chapitre que vous avez dû trouver sur les espaces de travail que vous connaissez. Alors, nous y voilà. Alors, ce chapitre, donc, il correspond au chapitre 29 du livre numérique. Vous pouvez vous y reporter utilement. La présentation dans le livre n'est pas exactement faite de la même manière que moi, donc ça peut être tout à fait complémentaire. N'hésitez pas à aller le voir. Par ailleurs, je vous suggère vivement de relire les deux chapitres précédents, les chapitres 27 et 28 dans votre livre numérique, ceux qui concernent l'intensité et les lois associées, et la tension électrique et les lois associées. Parce que ces deux chapitres sont supposés acquis dans celui-là. Donc je vais faire au tout début quelques rappels très rapides et donner quelques compléments par rapport aux définitions notamment que vous avez eues l'an passé. Mais pour moi, je considère que ce qui a été vu l'an dernier, notamment concernant les lois de l'intensité et de la tension dans les circuits électriques, ainsi que la manière de brancher un ampèremètre et un voltmètre, sont acquis. Donc le cas échéant, vous pouvez vous reporter soit au chapitre 27 et 28 dans votre livre numérique, soit au chapitre correspondant dans votre cours de l'an dernier que vous avez conservé bien évidemment. Alors, premier point, qu'est-ce que c'est que l'intensité électrique? Eh bien, je ne sais pas exactement comment on vous l'a défini l'an dernier, mais la manière dont on peut le définir, sachant qu'on a vu cette année la structure de l'atome, et ce que c'est qu'un courant électrique dans un métal, eh bien, l'intensité électrique, c'est le nombre d'électrons qui passent par un point d'un circuit en une seconde. C'est un débit, en fait. Un petit peu comme on mesurerait le débit d'eau dans un tuyau. Hein, on pourrait tout à fait mettre ce qu'on appelle un débitmètre, un appareil qui permet de mesurer le débit d'eau dans un tuyau. C'est la même chose. Là, on ne mesure pas un débit d'eau en litres par seconde, on mesure un débit d'électrons, un nombre d'électrons qui circulent chaque seconde dans un conducteur électrique. Et l'unité utilisée, puisque comme toute grandeur, il y a une unité, c'est l'ampère, symbole A majuscule. Et l'instrument de mesure qui permet de mesurer une intensité, c'est l'ampèremètre. Alors ce que vous avez utilisé au laboratoire l'an dernier, c'est le multimètre utilisé comme ampèremètre, mais peu importe, c'est la même chose. Je vous rappelle que l'ampèremètre se branche en série. Hein, voilà, vous avez là-dessous un schéma qui rappelle la normalisation de l'ampèremètre et la manière de le brancher. La tension à présent. Alors pareil, la tension, on n'a pas dû vous la définir de cette manière-là l'an dernier. C'est la différence d'état électrique entre deux points d'un circuit. Alors, si on prend l'exemple d'une pile type 4,5 V, vous connaissez ça, vous savez qu'il y a deux pôles, deux languettes métalliques, l'une notée plus, l'autre notée moins, ça veut bien dire chacun de ces pôles est dans un état électrique différent, sinon on ne se donnerait pas la peine de les noter plus et moins. Et sur ces piles, les piles rectangulaires, vous savez qu'on trouve l'inscription 4,5 volts. Ça veut dire que la différence d'état électrique entre la borne plus et la borne moins de la pile est de 4,5 volts. Voilà. Et donc cette tension s'exprime en volts, symbole V majuscule, et se mesure avec un voltmètre. Et encore une fois, la manière dont vous avez procédé l'an dernier au laboratoire, c'était d'utiliser ce qu'on appelle un multimètre, utilisé en tant que voltmètre. Vous avez ci-dessous un schéma qui rappelle que le voltmètre se branche en dérivation, donc aux bornes du dipôle, aux bornes duquel on souhaite mesurer la tension.
hein. Là, en l'occurrence, on mesure la tension aux bornes de cette lampe. Voilà. Voilà pour ces quelques rappels de l'an dernier et compléments concernant les définitions. À présent, on va considérer ce circuit. Donc vous avez ici un générateur. Alors vous voyez qu'au niveau du symbole, il y a une flèche qui barre ce générateur. Cette flèche, elle signifie que c'est ce qu'on appelle un générateur de tension variable. Ça veut dire que, contrairement à une pile qui délivre une tension bien déterminée, je vous parlais de 4,5 volts tout à l'heure, il existe des piles également d'1,5 volts et de bien d'autres tensions, peu importe. Mais une pile ne peut délivrer qu'une tension. Eh bien, certains générateurs sont prévus pour pouvoir, avec un sélecteur, un bouton tout simplement, délivrer plusieurs tensions différentes. Et là, dans le montage qui nous intéresse, on a besoin de ce générateur susceptible de délivrer des tensions différentes. On a placé aux bornes de ce générateur un dipôle qu'on appelle un dipôle résistance. Alors vous verrez ce que ça veut dire tout à l'heure. Symbole de ce dipôle résistance, c'est très simple, c'est un rectangle tout simplement. Et dans le cas de ce schéma, on a placé le mot R dedans, R comme résistance. Vous verrez tout à l'heure à quoi cela correspond. Et donc c'est un circuit simple, hein, puisqu'il y a un générateur et un dipôle. On a placé également un ampèremètre permettant de mesurer l'intensité dans ce circuit. S'agissant d'un circuit en série, donc avec une seule boucle, eh bien l'intensité est la même en tout point de ce circuit, donc peu importe à l'endroit où on l'a placé. On a choisi de le placer là, ici. On aurait pu le placer ici également, le résultat n'aurait pas changé. Hein, je vous invite à revoir à ce sujet les lois de l'intensité dans un circuit en série. Et on a également placé un voltmètre, et ce voltmètre a pour mission de mesurer la tension aux bornes du dipôle résistance qu'on a branché. Et donc, avec le sélecteur sur le générateur de tension variable, on fait varier la tension délivrée par le générateur. Alors, si vous observez bien le circuit, vous voyez que la tension aux bornes du dipôle résistance est la même en fait que celle aux bornes du générateur, puisqu'il s'agit d'un circuit simple. Hein, vous savez que ces fils de connexion, on peut très bien faire comme si ils n'existaient pas. Si on avait branché le voltmètre aux bornes du générateur, on aurait eu les mêmes valeurs. Et donc on fait prendre successivement au générateur les valeurs de tension délivrées de 1,5, 3, 4,5 et 9 volts. Hein, bon, voilà, ce sont les valeurs qu'on trouve sur ce générateur. Ça aurait pu être d'autres valeurs, peu importe. Et pour chaque tension différente délivrée par le générateur, on mesure l'intensité parcourue, on mesure l'intensité qui parcourt le circuit électrique. Et on trouve ces résultats en ampères. Donc pour 1,5 volts, 0,02 ampères, pour 3 volts, 0,04, etc., etc. Et dans chaque cas, on calcule le rapport U divisé par I, autrement dit tension divisé par intensité. Et vous observez que ce rapport est constant. C'est le même. Ça, c'est quelque chose que vous avez vu en mathématiques. Cela montre que tension et intensité sont proportionnelles. Et le rapport que l'on a calculé, tension divisée par intensité, U sur I, hein, je vous rappelle que la tension est souvent notée U et l'intensité I. Hein. Donc ce rapport est le coefficient de proportionnalité. Donc dans le cas d'un dipôle résistance, et uniquement dans le cas d'un dipôle résistance, on a proportionnalité entre la tension délivrée par le générateur et l'intensité qui parcourt le circuit électrique. C'est une propriété tout à fait particulière de ce type de dipôle. Si on avait mis un autre dipôle, une lampe par exemple, ou un moteur, on n'aurait pas obtenu ce résultat-là. Ensuite, caractéristiques d'un dipôle. Alors, la caractéristique d'un dipôle, et ça quel que soit ce dipôle, c'est la courbe représentative de la fonction U égale f de i. Alors, vous avez certainement commencé à étudier les fonctions en mathématiques. Vous connaissez les fonctions avec des lettres x et y, mais là c'est strictement la même chose, sauf qu'il s'agit de grandeur physique. Et donc, c'est la tension U en fonction de l'intensité I. Et donc, la caractéristique d'un dipôle,
c'est la courbe représentative de cette fonction. Vous savez qu'il y a une fonction, on peut associer une courbe représentative, et cette fonction, elle est représentée au-dessous. Alors, dans le cas du dipôle résistance, et uniquement dans le cas du dipôle résistance, puisque tension et intensité sont proportionnelles, la représentation graphique de cette fonction est une droite passant par l'origine, ce qu'en mathématiques vous appelez une fonction linéaire. Hein, si vous ne l'avez pas encore vu en mathématiques, vous le verrez prochainement. Et donc, la caractéristique du dipôle résistance est une droite passant par l'origine. Hein, l'origine du repère, je vous le rappelle, c'est le point de coordonnées 0, 0, il est là. Donc une droite passant par l'origine. Quatrièmement, loi d'Ohm. Alors, la loi d'Ohm, elle traduit tout simplement le fait que tension et intensité sont proportionnelles. Et elle s'écrit de cette manière-là, U égale R fois I, où R est finalement le coefficient de proportionnalité qu'on a calculé tout à l'heure. Et donc, U est la tension exprimée en volts, I l'intensité exprimée en ampères, et R est donc la valeur de la résistance exprimée en ohms. Alors je vais l'écrire parce que là c'est pas écrit. Donc l'intensité en ampères, ampères, symbole A majuscule, et R la résistance en ohms, ça s'écrit comme ceci. Symbole oméga, alors il s'agit d'une lettre grecque, hein, qu'il faudra que, si vous ne la connaissez pas, il faudra que vous appreniez à la tracer manuellement. Hein, donc c'est une lettre grecque. Et donc la valeur de la résistance, qui est donc associée à notre dipôle, c'est le coefficient de proportionnalité tension divisé par l'intensité, qu'on a calculé dans le tableau un petit peu plus haut. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dire que tension et intensité sont proportionnelles, dire que la caractéristique du dipôle est une droite passant par l'origine, ou dire qu'on a la loi d'Ohm U égale R fois I, ce sont trois manières différentes d'exprimer la même réalité. Donc, si vous avez l'une des trois, eh bien, vous avez forcément les deux autres également. Si vous avez un dipôle qui vérifie la loi d'Ohm, vous pouvez affirmer que la caractéristique de ce dipôle est une droite passant par l'origine, et vous pouvez également affirmer que tension et intensité sont proportionnelles. Si vous pouvez affirmer que avec le dipôle que vous étudiez, eh bien, tension et intensité sont proportionnelles, vous pouvez affirmer que ce dipôle vérifie la loi d'Ohm, U égale R fois I, donc ça vous permet de calculer la valeur de la résistance de ce dipôle. Et vous pouvez également affirmer que la caractéristique de ce dipôle est une droite passant par l'origine. De la même manière, si vous étudiez un dipôle et que la caractéristique de ce dipôle n'est pas une droite passant par l'origine, vous pouvez affirmer que ce dipôle ne vérifie pas la loi d'Ohm et que ce dipôle n'est pas un dipôle résistance. Voilà. Donc vous voyez que cela fonctionne dans tous les sens, et ce, quelle que soit la porte d'entrée que vous utilisez. Alors cette loi d'Ohm, elle permet évidemment un certain nombre de calculs. Donc dans l'exemple ici, je vous donne une tension de 12 volts, une intensité de 23 mA, traversant un dipôle résistance, et je vous demande de calculer la résistance R associée à ce dipôle. Et bien à ce moment-là, on utilise la loi d'Ohm qu'on vient de voir, U égale R fois I. Comme on souhaite calculer R, la résistance, la valeur de la résistance, et qu'on connaît U et I, eh bien on transforme notre formule pour obtenir R égale U sur I en l'occurrence. Ensuite, vous n'avez plus qu'à effectuer l'application numérique en faisant attention à un point. Cette formule ne vous permet d'obtenir une valeur de la résistance en ohms qu'à la condition que l'intensité soit exprimée en ampères. Or, vous voyez que dans l'énoncé, on a mis une intensité en milliampères, et donc il s'agit de convertir. 23 mA, c'est 0,023 ampères, et donc 12 divisé par 0,023, on trouve une valeur de 522 ohms. Voilà le type de calcul que vous pouvez être amené à faire avec cette loi d'Ohm. Donc des calculs, on peut en faire bien d'autres. Hein. Je vous donnerai certainement dans les semaines à venir une petite feuille d'exercice qui vous permettra de vous entraîner, ou alors des exercices au niveau du livre à faire.
Et enfin, dernier point, l'interprétation énergétique. Parce que la résistance, c'est très bien, mais ça ne doit pas vous parler beaucoup. Donc la grandeur résistance qu'on vient de calculer dans un cas concret, juste au-dessus, en fait, traduit la résistance d'un matériau au passage du courant. Alors vous allez me dire, on utilise tout le temps le même mot. Mais si on a utilisé pour cette grandeur le mot résistance, c'est pas complètement par hasard. Les matériaux freinent le passage du courant. Tout simplement, vous pouvez imaginer ça d'une manière assez simple, vous le savez maintenant, les métaux sont constitués d'atomes, autour de ces atomes vous avez des électrons, certains sont libres, je vous le rappelle, et c'est eux qui permettent eh bien, au courant de passer, puisque ces électrons peuvent circuler d'un atome à l'autre, donc circuler à l'intérieur du conducteur électrique, mais cette circulation ne va pas sans mal. Il faut que vous imaginiez que ces électrons libres se déplacent à une très très grande vitesse, et donc il y a des chocs entre ces électrons libres et d'autres particules de la matière, que ce soit les protons, les neutrons ou les électrons qui ne sont pas libres. Et ces chocs se traduisent d'une manière très concrète par la production d'énergie thermique. Alors, dans un certain nombre d'appareils domestiques, cette production d'énergie thermique, elle évolue. Si on prend le cas d'un convecteur électrique, d'un radiateur électrique, l'objectif d'un radiateur électrique, c'est de produire de l'énergie thermique pour chauffer une pièce. Et donc, à ce moment-là, cette production d'énergie thermique, elle est souhaitée. C'est également le cas d'un sèche-cheveux. Quand vous avez un sèche-cheveux, on veut produire un courant d'air chaud. Donc on a besoin de cette production d'énergie thermique pour chauffer. Mais ce n'est pas toujours le cas. Si je prends le cas d'un ordinateur, vous savez qu'un ordinateur fonctionne grâce à des cartes électroniques dans lesquelles circulent des courants électriques. Eh bien, ces composants électroniques, vous le savez, chauffent beaucoup parce que eh bien, le courant qui passe est relativement important et surtout le nombre de fils électriques que vous avez au millimètre carré est très très important et donc on a des échauffements très élevés, raison pour lesquelles on est obligé de mettre des ventilateurs pour refroidir. Donc à ce moment-là, cette production d'énergie thermique, vous vous doutez bien que le rôle d'un ordinateur, c'est pas de jouer les grille-pains, hein. Donc cette fois, la production d'énergie thermique, elle n'est pas souhaitée, mais elle est toujours là. Et on n'a pas tellement moyen de faire autrement. Donc ce phénomène de production d'énergie thermique lors du passage du courant d'un matériau est appelé l'effet Joule. Alors ça fait 10 ans qu'on me fait la même blague. Ne confondez pas Monsieur Joule, qui est donc un grand scientifique français, qui a beaucoup travaillé sur l'électricité, et notamment sur ce phénomène d'échauffement, et un rappeur marseillais privé de cerveau. Hein. Donc ça fait 10 ans qu'on me fait la même blague. Voilà, c'est l'effet Joule, pas l'effet Joule. Donc l'effet Joule, c'est cet effet qui produit de l'énergie thermique lorsqu'un courant électrique traverse un conducteur. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. N'hésitez pas à la regarder. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt.